un truc qu'il faut que vous sachiez, qui marche plutôt pas mal, c'est le charbon activé. Dans cette manip, on a pris des volontaires sains, on leur a fait bouffer de la Pixaban, puis on a refait la manip, on leur a fait bouffer de la Pixaban, puis du charbon activé 2 heures après la prise, ou de la Pixaban et du charbon activé 6 heures après la prise. Ben, que vous donniez le charbon activé 2 heures après la prise ou 6 heures après la prise, vous réduisez de façon considérable la demi-vie de la Pixaban, vous éliminez le produit, pour des problèmes de sécrétion, réabsorption digestive. Le produit, il n'arrête pas de se balader entre l'intestin et le sang. Si vous prenez du charbon activé, même si vous le donnez tardivement après la prise, vous avez le trappé dans l'intestin. Vous voyez que c'est un impact important, c'est 13 heures de demi-vie, vous la descendez à moins de 5 heures sous charbon activé. Ça a un intérêt dans les intoxications médicamenteuses volontaires, mais imaginez que vous ayez un patient qui arrive plein pot avec un Xaban ou un Gatran à bord, ça marche pour toutes les molécules, et que vous aviez 12 heures devant vous pour... Le geste n'est pas si urgent que ça, faites-lui bouffer du charbon activé. Et vous allez descendre vos concentrations de façon extrêmement importante. Et 12 heures avant avoir pris du charbon activé, ça ne va pas gêner l'anesthésiste pour endormir son patient. Le charbon activé peut être gênant si c'est une endoscopie digestive que vous devez faire, parce que votre gastro-entérologue, il va voir du noir et rien d'autre. Mais voilà l'intérêt de ce truc-là. Et donc, dans toutes nos stratégies de réversion, vous voyez qu'on peut faire du concentré de complexe thrombénique, du FEBA, du Novo7 en deuxième intention, du charbon activé ou de l'hémodialyse pour le dabigatran. On est en train de tester si ça marche sur l'hexaban, pourtant fortement fixé aux protéines. Les antidotes, quand on vous dit que c'est pour demain, on est capable de faire des anticorps anti-dabigatran, comme vous connaissiez les anticorps anti-digoxine. L'intérêt de ce truc-là, c'est quand vous donnez une perfusion continue de dabigatran, si vous rajoutez un bolus d'antidotes, d'anticorps anti-dabigatran, vous avez un effet qui dure dans le temps. Donc imaginez, vous avez un patient qui arrive, qui a 500 nanogrammes de dabigatran, vous lui faites et qu'il doit avoir une chirurgie en urgence, vous lui faites un bolus d'anticorps, et il devrait être couvert tout le temps de la chirurgie, puisqu'il y a un effet rémanent. Plutôt intéressant comme approche. Ces études, elles sont en phase 3, hein, les essais sont en cours. Pour ceux qui sont aux urgences, on est en train de tester ça chez le malade. Pour les Xaban, on est capable de faire des faux facteurs 10. Je vous montre ici la même manip. Énorme intérêt, c'est aussi on a un effet rémanent. Et l'énorme intérêt de ce truc-là, c'est que ces faux facteurs 10, ils vont marcher pour toutes les molécules qui ont un effet anti-10. Et on va enfin avoir à disposition un antidote pour héparine de bas poids moléculaire, pour le Fondaparimex et pour l'hexaban, qu'on n'avait pas avant. Vous avez même eu un très beau papier dans le New England il y a 2 mois, vous montrant cette molécule, le pérosphère, qui est testée chez le malade actuellement. Donc ces antidotes, on peut penser que dans 2 ans, on les aura. Mais il ne faut pas penser que l'antidote, on va s'en servir pour tout. D'abord, probablement qu'ils vont nous le faire payer très cher, et que dans l'arsenal thérapeutique, ça devrait être plutôt conséquent. Et voyez que quand vous aurez une hémorragie avec une perte sanguine importante, une grosse hémorragie digestive, vous allez consommer énormément de facteurs à cause du processus hémorragique. Le patient, il n'a plus rien qui circule, donc il a peu de chances de thromboser, il n'y a plus de plaquettes, notamment. Donc le risque thromboembolique est faible, et la principale chose que vous aurez à faire, c'est d'amener du sang, certes, mais aussi d'amener des facteurs de la coagulation qui ont été consommés. Et donc, dans cette situation-là, je ne vois pas bien l'antidote, on se privilégiera encore les concentrés de complexe prothrombique ou le FEBA, ou ainsi de suite. A l'inverse, si vous êtes sur une hémorragie où il n'y a pas de perte sanguine, où il n'y a pas de consommation de facteurs, vous allez avoir, si vous amenez du PPSB, du concentré de complexe prothrombique, du FEBA, un risque thrombotique qui va augmenter de façon considérable. Et à ce moment-là, on privilégiera plutôt antidote que concentré de complexe prothrombique. Puis bien sûr, si vous avez un geste invasif à réaliser en urgence, la panacée, c'est d'utiliser l'antidote plutôt qu'autre chose. Donc l'antidote va vraiment nous servir pour les gestes invasifs urgents ou pour les accidents hémorragiques sans spoliation sanguine. Vous me voyez venir, ça va être surtout le crâne, ou pas des volumes sanguins énormes, mais un pronostic vital largement engagé. Et je vous mets ce petit cas clinique, ça sera mes 2 ou 3 dernières diapositives. Vous avez cette sympathique patiente, comme je suis un vieux garçon, je vais mettre mes lunettes, c'est une patiente en plus, j'ai bien fait de mettre mes lunettes, 72 ans, 68 kg, un Cockcroft à 58 minutes, hypertendue, un AIT il y a 3 ans, elle est en FA permanente, avec une fonction cardiaque un peu conservée.
Vous calculez son chat de VAS, je vous laisse faire, c'est une femme, elle a plus de 65 ans, 2 points, elle a fait un AIT 2 points, ça fait 4, plus l'HTA 5. Donc elle a haut risque thromboembolique, elle est admise pour céphalée, hémiparalysie droite, qui s'aggrave. Elle a une hémorragie cérébrale à H3 de sa dernière prise, vous le savez par son compagnon. Il n'y a pas de microblitz sur l'IRM. Vous faites un dosage de la Pixaban, vous êtes à 150 nanogrammes par millilitre. Ça veut dire qu'il circule encore pas mal de produits. Hein, c'est pas la concentration de l'huile. Vous faites quoi? Rien. Charbon activé, dialyse, Novo7, CCP, FEBA. Il faut aller vite, hein, il y a des troubles de conscience. Donc vous changez le démarreur, vous changez l'essence, c'est tout bête, FEBA. Je vous mets un autre cas clinique. Parce qu'entre 35 et 50, mon cœur balance, personne, voilà, hein, c'est ce qu'on utilise. Et vu le prix de ces produits, à 35, ça marche plutôt pas mal. Et puis elle n'est pas Glasgow 2, quoi. Donc 70 ans, 85 kg, Cochrane 48, hypertendu, une embolie pulmonaire grave avec une TVP proximale il y a un mois, EP suffisamment grave pour que vous ayez eu l'obligation de la fibrinoliser. Ça s'est pas trop mal passé, vous avez pu faire un relais par les AOD, elle est maintenant sous Rivaroxaban 20 mg une fois par jour, elle vient pour une hémorragie digestive haute et basse, il vient. L'hémodynamique est parfaitement stable, il a 12 de tension, il a un tout poil tachycarde mais pas pire, pas de choc. Hémoglobine à 8, alors qu'il y avait 13 grammes il y a un mois sur le bilan hospitalier que vous aviez fait. Rivaroxaban, 300 nanogrammes par ml à bord. Donc il y a du produit. Votre stratégie? Je vais vous donner une idée du pourquoi de la stratégie. Le FEBA, vous en aurez pour 5 000 €. Le CCP, vous en aurez pour 1 500 €. Donc ça va vous aider dans votre choix. Mais comme il a une hémodynamique parfaitement stable, qui ne demande rien à personne, pour le moment, hein, sauf qu'il faut que vous fassiez quelque chose, on va le transfuser. Premièrement, vous choisissez quoi? CCP ou pas? CCP. Contrairement à ce que vous faites avec les AVK, vous doublez les doses. Donc on est à 50 unités kilo. Pour faire simple, c'est 2 millilitres kilo. Hein, donc on fait 50 unités kilo. Et puis vous faites quoi dans votre discussion? Et il y a un mois, vous le fibrinolisiez parce qu'il avait une EP grave, et là, vous arrêtez les anticoagulants, et même vous les réversez. Il faut discuter un filtre. Je ne dis pas que vous le mettrez, mais il faut discuter. Et donc, mon problème, et je vous rappelle mes liens d'intérêt, parce qu'ils sont essentiels dans la discussion pour que vous puissiez me challenger, c'est que quand ces molécules sont sorties, on a lu les études, comme tout le monde, et l'evidence-based medicine nous disait que plus les patients étaient graves, plus il fallait les mettre sous AOD, et moins ils étaient graves, plus on pouvait encore prescrire des AVK. Et partant de là, dans les habitudes du service, tous les graves on les a mis sous AOD, et pour ne pas faire un switch complet, parce qu'on était aussi dans l'ambiance, les pas graves on les a mis sous AVK. Puis il y a eu ce gros pataquès médiatique, en plus des universitaires qui sont venus se mettre là au milieu. Hein. Vous connaissez un ex-doyen de Paris, Even, qui n'a pas vu un malade depuis 30 ans et certainement pas vu un anticoagulant depuis 30 ans. Je suis enregistré, dommage. Mais j'assume. Raconter partout que c'était criminel. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai été obligé de faire, et Judith, tu étais dans le service quand on a fait ça, on a fait de l'anti-evidence-based medicine. Et pour une méthodologie, je vous promets que c'est plutôt difficile. Et ce qu'on a fait, c'est plus les patients étaient graves, plus on les mettait sous AVK, et plus ils n'étaient pas graves, plus on les mettait sous AOD. Ce qui va à l'encontre de tout ce que je viens de vous montrer. Et puis, l'année dernière est sortie une enquête SNIRAM et PMSI qui montrait que finalement, dans la pratique quotidienne en France, les AOD, ça se passait plutôt pas mal, pas plus d'hémorragie, même plutôt moins, pas plus d'infarctus, même plutôt moins, pas plus de récidive, même plutôt moins, et pas plus de morts. Et donc on a l'impression d'être dans un climat un petit peu apaisé, et on est revenu sur quelque chose d'un petit peu mieux, on a remis les AOD aux bonnes personnes et au bon moment. Et puis on a la transparence qui sort maintenant et qui vient nous remettre le pataquès là au milieu.
Et c'est un peu pénible. Et probablement à cause de nos liens d'intérêt, on n'a pas accès à une tribune publique en dehors de nos trucs là. Et on n'a pas l'occasion de dire, de répéter et de rabâcher que les AVK, c'est une catastrophe. Et si vous dites à la population française, on vous donne un médicament, il y a 5000 morts à cause de ce médicament par an dans notre pays. Je vous promets qu'ils vont commencer à considérer les AOD d'une autre façon. Et donc il y a une vraie nécessité qu'on réintervienne dans le débat, mais en toute transparence, il faut sortir nos liens d'intérêt. Je bosse avec l'industrie, j'ai des liens d'intérêt, je ne peux absolument pas certifier que mon discours n'est pas un petit peu modifié parce que j'ai des amis dans l'industrie pharmaceutique, donc je le sais. Donc je ne participerai pas aux décisions d'autorisation mises sur le marché, mais au moins à la discussion avant. Quand je dis je, c'est tous mes collègues, c'est pas... mais au moins il y aurait à nouveau de l'expertise clinique et pharmacologique dans ces prises de décision. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ces molécules. Quelques questions. On ne nous a pas parlé du prix, par exemple.